Vous êtes là? Bonjour mes petits moussaillons et bienvenue à bord de l'Indomptable. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du métier d'archéologue. Et pendant ce voyage, je tenterai de répondre à une question. À quoi sert l'archéologie ? Mon ami Michel, passionné d'archéologie, nous emmène en terre celte chez les peuples du Hainaut et des Ardennes belges. Plus précisément, dans la région de Thoin, sur un site archéologique dirigé par Nicolas Paridens, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. À quoi sert l'archéologie, franchement ? On pourrait croire que c'est juste un passe-temps, un hobby, pour des types en short kaki qui grattent la terre en quête de vieux trucs sans intérêt, un peu comme Indiana Jones. Et pourtant, certains semblent voir l'archéologie comme une menace. Sinon, pourquoi vouloir à tout prix couper ses financements ? Nous sommes ici donc à la sortie du grand plateau qu'il y a entre la ville de Thoin et le site de l'éperon barré qui se trouve ici. Aussi bien au néolithique qu'à l'âge du fer, c'est-à-dire pendant la période gauloise, ils ont choisi cet endroit pour faire une fortification, parce qu'en mettant simplement une palissade au sommet des pentes fortes, ils savaient fortifier un espace de 12 hectares. Les archéologues ont fait une coupe les années précédentes à travers le rempart qu'ils ont maintenant remblayé. Et donc on voit la hauteur du rempart, la profondeur du fossé où on se situe ici pour le moment. Et derrière, il y avait déjà une palissade, une tranchée de palissade qui avait été construite au tout début de l'époque néolithique. Après, les néolithiques ont construit le rempart avec le fossé, parce qu'ils ont trouvé que leur palissade, là, c'était pas assez sûrement. Et puis, les Gaulois ont rajouté de la terre. On voit au-dessus, la couche qui est au-dessus de la ligne brune ici, c'est les terres qui ont été rajoutées par les Gaulois. Regardez ces archéologues en plein travail. Ils passent des heures à extraire de la terre des fragments de poterie, des morceaux de silex. Et pendant ce temps, on pourrait plutôt construire un parking, un centre commercial, un complexe sportif, une station balnéaire. Mais ces acharnés pensent que ces petits bouts de céramique racontent une histoire. Une histoire qui dit qu'avant nous, il y avait d'autres nous. Est-ce qu'on vit ces journées avec des frustrations ou Non. Même si on ne trouve pas quelque chose à l'endroit où on a commencé à creuser, c'est une information, quoi. Faut voir ça positivement. Une des particularités du site, en fait, c'est qu'on trouve vraiment énormément de monnaies gauloises, donc aussi de la période vraiment un peu après identique à celle de la céramique, et enfin surtout la céramique pour le reste, et aussi d'autres objets métalliques. Et parmi ces monnaies, il y en a vraiment une qu'on retrouve le plus. On appelle ça un stataire parce que c'est une monnaie en or, et on l'appelle à l'epsilon. Tu vois, parce que ici, juste ici, en fait, on voit la lettre grecque ancien epsilon. C'est une pièce d'or. Et au revers, on a un cheval qui galope à droite sous une petite rouelle. On a aussi trouvé une centaine, 150. Donc c'est vraiment une concentration qui est vraiment énorme pour le nord de la Gaule. Pour la Belgique actuelle, il n'y a pas de comparaison. Donc ça a vraiment posé question, on essayait de se comprendre pourquoi est-ce qu'il y en avait autant. Et surtout, aussi au niveau de la chronologie, en fait, les monnaies ont souvent été étudiées d'une manière un peu qu'on peut qualifier d'historique, mettre en lien avec les récits de César. C'était pas vraiment la meilleure méthode. C'est-à-dire qu'en tous ces monnaies, ces stataires à l'epsilon, il y en a 700 recensés à l'heure actuelle. Il y en a 300 qui viennent d'ici. Chronologie du site ici, c'est pas lié vraiment à la guerre des Gaules, c'est après. En fait, il faut comprendre qu'au niveau vraiment de l'historique de la recherche, les monnaies elles sont souvent étudiées en parallèle avec l'histoire parce qu'il y a des dates dessus, il y a des souverains. Donc en fait, les premières personnes qui ont étudié des monnaies celtiques, c'était des gens qui étudiaient des monnaies grecques, donc ils ont fait la même chose. Et donc on a vraiment essayé de refaire une étude de fond pour essayer de voir si c'était quand même pas possible d'avoir à peu près la même fourchette. Et en fait, c'est le cas. Donc c'est plutôt des monnaies qui circulent, en tout cas au moins après. On ne sait pas quand est-ce qu'elles sont apparues exactement et quand est-ce qu'elles disparaissent exactement, mais en tout cas on comprend mieux maintenant leurs circulations longues qui sont vraiment en tout cas toute la transition entre la guerre des Gaules et le
le remaniement des provinces par Auguste. Globalement, ces monnaies sont rattachées à un peuple en particulier, c'est le peuple des Nerviens. Les Nerviens, ils sont cités par César, et ils sont situés aux alentours de la Sambre, la Haine et l'Escaut. Mais globalement, c'est le Hainaut. Ouais. Et donc, il y a tout un questionnement pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils avaient un niveau de richesse aussi élevé après la guerre des Gaules. Les Nerviens, un des peuples les plus puissants de la Gaule belgique, figurent encore dans la description de l'Empire romain sous Claude. Si les racines de la culture celtique remontent à l'âge du bronze entre 1600 et 800 avant notre ère, son plein développement et son expansion maximale surviennent durant l'âge du fer entre 800 et 25 avant notre ère. Les peuples celtes partagent une langue, des croyances et des savoir-faire, mais leur mode de vie varie selon les régions. En Ardennes, ils ont laissé des centaines de tertres funéraires posés sur les hauteurs. C'est vers l'un de ces lieux de mémoire, la nécropole de Tintigny-Bellefontaine, que je me rends à présent. Les populations celtes ont laissé dans le paysage ardennais des centaines de tertres de terre, marquant des emplacements de tombes. Des tombelles. Les tombelles se trouvent ici. Donc nous, on est là, juste à côté du chemin de fer. Celles-ci sont connues depuis 1907 et celles où on va maintenant doivent se trouver plus au sud, ici en bas de la carte. Elles ont été repérées grâce au lidar. Il y avait une tombelle isolée ici, et là, c'est la nécropole que l'on va visiter. Et ça donne bien en fait, parce que les grandes, elles sont pillées. les grandes, elles sont généralement pillées. Les grandes qui sont à l'entrée. Et tout ça ça, c'est, elles on sont voit, il y a montées, des il y a un creux, trou même au sur le milieu. lidar, tu vois, Ah oui, on voit que le c'est des trou, espèces de ouais. volcans. Il y en a une, on l'appelle Volvic là-bas, Ah oui, tellement oui. il y a un énorme trou. Pour pouvoir comprendre la construction de la tombelle, on doit la couper en 4. Alors on fait des cadrans décalés si tu veux. Comme ça, on a une coupe longitudinale là et on a une coupe longitudinale dans l'autre sens. Et après, on fouille les 2 cadrans réservés pour avoir fouillé toute la tombelle, mais on garde les coupes jusqu'au bout pour bien comprendre. Et on cherche là où les tombes qui sont dedans et les aménagements. Comme ici, peut-être un aménagement en pierre. On avait des os, et puis en fait en nettoyant on s'est rendu compte que c'était un fond. Tous les os on les a prélevés déjà. Ah oui, d'accord. Ok. Non, c'est stressant. C'est super lourd. Oh, putain, c'est super lourd. On va déjà le poser là, C'est un peu. Ah, il y a des moustiques. Regarde juste regarde s'il y a des os, s'il n'y a rien, tu la mets pas dans le sachet, ça c'est pas bien. Legalize my shower.
les tombes à incinération sont un peu moins nombreuses. Dans le cas de ce type de funérailles, un bûcher est élevé dans la nécropole, là où s'élèvera ensuite un tertre. Le corps habillé est installé sur le bûcher avec des offrandes et brûlé, et les restes de la crémation sont triés et peuvent ensuite être déposés avec des offrandes dans une fosse rectangulaire ou dans une urne. Ce que révèlent également les tombelles fouillées par les archéologues, ce sont des objets liés aux soins corporels qui accompagnaient régulièrement les défunts dans leur dernière demeure. Ces objets témoignent d'une attention portée à l'hygiène du corps et à la beauté dans ces sociétés. Chez les Celtes, on se lave, on se rase, on se coupe les cheveux et on soigne sa moustache. Le nécessaire de toilette peut se présenter sous la forme de 3 instruments liés par un anneau. Une pince à épiler, un cure-oreille et une tige qui pouvait servir à se curer les ongles ou à se gratter. Plus rarement, les archéologues mettent aussi au jour des peignes, des rasoirs et des ciseaux force ou des miroirs de métal poli. Ces différents objets sont exposés au musée des Celtes de Libramont. Selon Jean-Louis Bruneau, un archéologue spécialiste des Gaulois, l'absence d'écriture n'implique en rien l'absence de civilisation. Des structures fortifiées, des nécropoles, des monnaies, un artisanat riche sont bien les témoins concrets d'une organisation sociale complexe. On ne peut donc pas prétendre que les Celtes n'étaient pas civilisés. L'archéologie nous apprend une chose. L'histoire, ce n'est pas qu'une question de mémoire, c'est aussi une question de sélection. Qui choisit ce qu'on retient et qui décide de ce qu'on oublie? Ce sont des fouilles programmes, ce qui est devenu rare en région wallonne, mais un programme qui au départ est motivé par une situation urgente de sauvetage. Un sauvetage qui est lié au fait que le site était depuis de nombreuses années visité par des détectoristes. Quelqu'un qui, à l'aide d'une machine, détecte des objets métalliques. Et ici, sur des sites archéologiques. Et donc, en faisant cela, ces gens détruisent finalement les couches préservées dans les sites et aussi privent la communauté scientifique des objets qu'ils découvrent. Et certains les revendent. À Blandin, près de Tournai, ce n'est pas une quête archéologique planifiée qui a révélé le passé, mais un chantier d'aménagement. Dans le cadre de fouilles préventives liées à l'extension d'un zoning industriel, les archéologues ont mis au jour le plus vaste site protohistorique jamais découvert en Wallonie. Entre silos, puits et vestiges d'habitat, c'est toute une occupation humaine, du bronze à l'âge du fer, qui refait surface. Heureusement, ils avaient du matériel dans les couches supérieures. Les couches supérieures, c'est les couches noires avec les cendres. Il y a de la céramique dedans. Et ça permet de dater le puits. Et les traits, c'est des traits que vous avez fait. Oui. Et en fait là, on a les différents numéros qui ont été mis. Ouais. En fait sur ces différents numéros, à chaque fois il y a une description de ce qu'on a comme. Ça correspond à. C'est une description du type. Oui, c'est ça. À une époque. Exactement, c'est ça. Et avec un bord comme ça, on saura déjà dire l'époque. Il apparaît clairement que ce sont avant tout les territoires atrébates et nerviens qui ont joué un rôle majeur dans la fabrication de céramique.
Et donc sur les bois Hainaut, plusieurs qui contiennent de nombreuses céramiques décorées avec des décors divers comme on voit ici, des décors en relief ou des décors gravés dans la pâte fraîche. Ici, il s'agit de la nécropole de Péronne-les-Bains. Il y a toute une série de nécropoles autour de la Louvière et de Mons qui ont donné beaucoup de sépultures, mais lors des fouilles anciennes. Donc ces céramiques ont été bien étudiées, mais on n'a pas exactement le contexte de la tombe puisque les fouilles étaient peu précises à l'époque. Les objets restaurés sont en partie au musée du Cinquantenaire, en partie au musée de Marimont près de la Louvière. C'est très intéressant pour comprendre les deux parties de l'Europe, de savoir ce qui se passe entre les deux. Je pense que c'est notre rôle en tant que Belges d'assumer cette relation entre les différentes régions européennes. Les Belges, ces braves Gaulois, petits Germains, drôles de Celtes. En fait, nous sommes un joyeux mélange de tout ça. Et ce n'est pas nouveau. Nous sommes les champions du compromis culturel. D'ailleurs, les fouilles le prouvent. Alors ici, nous sommes toujours devant les restes d'une tombe assez riche avec beaucoup de vases, mais une tombe qui est plus récente dans l'époque gauloise et qui touche même la période de la conquête romaine, puisqu'il y a des éléments qui sont des copies d'objets romains, voire des objets romains importés d'avant la conquête ou de l'époque de la conquête. Ce sont des vases fabriqués par les Celtes, mais à l'époque de la transition et de la conquête romaine. Ce sont soit des importations, soit des imitations fabriquées ici. Ici, c'est plutôt des imitations. Et on voit encore les décors en relief ici, qui sont typiques des Gaulois sous une forme de vase romain. La Belgique a toujours été à la croisée des chemins, enrichie par l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Ce qui faisait jadis notre force, c'est cette diversité et cette capacité à s'enrichir de la culture et des traditions des autres. Et c'est devenu aujourd'hui l'instrument qui nous divise. Mais notre devise n'est-elle pas « l'union fait la force » ? Et si ces fragments de sol, ces éclats de terre, n'étaient pas des ruines, mais des mots. Des mots que les anciens nous murmurent encore. Là, sous les pierres et les racines, un peuple continue de parler. Et son message est simple, comme celui d'une fleur défaussée. Tant de gens ont vécu ici, tant de gestes ont été effacés par le temps et par les envahisseurs, et l'archéologie nous les rend, non pour les figer, mais pour les honorer. Ce film leur est dédié. Il est dédié à tous ceux dont on a voulu effacer le nom. Un peuple, mon peuple, que l'on a voulu éteindre et qui crie du fond des bois « Na memorami » comme cette petite fleur de myosotis. Ne m'oublie pas. Voilà mes petits moussaillons. C'est ici que se termine notre voyage dans le monde mystérieux de l'archéologie. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez bientôt à bord de l'Indomptable pour de nouvelles découvertes. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, soyez curieux et bon vent!